Je crois que le tien, il marche. Oui. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir en vrai, parce qu'on a quand même passé une année toute pourrie, il faut le dire, avec beaucoup de Zoom. Et on avait toutes et tous marre. Donc là, c'est cool d'être dans une vraie salle, avec un micro et avec des gens, des têtes masquées, mais quand même, on peut voir les sourires à travers les masques. Donc c'est trop cool. Pour me dire quelques mots sur qui je suis, je m'appelle Stécie Algrin, j'ai 24 ans, je suis étudiante et j'ai fondé une association qui s'appelle Penser l'après. Donc on a notre petit logo ici. Penser l'après, c'est une association qui est née pendant la pandémie, donc qui est née confinée, avec un objectif, aider les 18-35 ans à se former, s'éduquer, s'inspirer sur les questions de transition écologique, sociale et solidaire. Donc on parle d'écologie évidemment, mais pas uniquement. Et on est en train de travailler sur un programme qui s'appelle Penser l'après-agriculture intensive. Donc ça va être un programme assez chargé parce que cette agriculture intensive, elle nous pourrit la vie, elle pourrit notre planète. Et il est temps de faire changer les choses. Donc c'est pour ça qu'on s'active aujourd'hui pour donner du contenu, des ressources et également donner des pistes d'action puisqu'on travaille sur un parcours d'engagement citoyen que vous pourrez rejoindre à partir de janvier, avec un parcours sur 2 mois, avec des sessions en présentiel à Paris, avec des gens qui, comme vous, veulent changer le monde, en tout cas à leur échelle, avec des ateliers en collectif, du contenu. Voilà, on va vraiment vous accompagner de A à Z dans la transition agroécologique. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour cette conférence qu'on a co-organisée avec Convergence à l'occasion de ce Forum 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Donc on a une table ronde qui s'intitule « Quelle alimentation pour demain ? Penser une citoyenneté alimentaire ». Donc tout un programme qu'on va pouvoir dérouler avec nos 4 super intervenants qui sont juste ici. Donc avec nous, on a Maxime de Rostolan, fondateur de Ferme d'Avenir, à l'initiative de La Bascule et cofondateur de Bluebees. Donc un sacré parcours, vraiment assez inspirant. Peut-être que tu veux nous dire quelques mots sur ton initiative actuelle ? Bonjour tout le monde. Sur l'initiative actuelle, parce que donc après La Bascule, depuis que j'ai fini de m'impliquer dans La Bascule, je suis sur un projet qui s'appelle Community. Donc c'est créer des pépinières participatives pour amorcer la transition agroforestière, en tout cas remettre l'arbre sur le chemin de l'agriculture. Et ça fait 1 an et demi que je fais du lobbying en fait auprès des conseillers du président et du ministre et on arrive, je crois, à une impasse là. Donc on va probablement, c'est la nouvelle de ce matin, saisir le Conseil d'État. Donc on va embrayer sur une dimension juridique, je pense, parce qu'il n'y a plus que ça qu'on peut faire. Okay. Bravo. Et puis sur l'aspect politique, on y reviendra pendant cette conférence. Et ensuite, avec nous, on a également Linda Bédoué, néo-paysanne des Jardins d'Éden, et qui a également écrit ce magnifique livre, Le guide de la micro-ferme familiale, Quitter la ville pour la campagne, préfacé par Moutz, que vous pouvez retrouver dans Nuit et culottée. Donc, c'est assez cool. Est-ce que tu veux nous dire également quelques mots ? Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Voilà, j'arrive de ma petite campagne, mon petit oasis, et je viens parler un peu du quotidien de ruralité qui peut être très plaisant, et donc pouvoir parler un petit peu du pont qui peut se faire entre la ville et la campagne, et comment on peut réinventer une nouvelle société en plus en cohérence à travers l'autonomie tout simplement, la liberté, et être dans un écosystème vertueux. Donc on parlera un petit peu de ça ensemble. Merci beaucoup. Enfin, avec nous également Margot Raoult, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom, de Louise Rosier. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette initiative ? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être ici. Merci pour l'invitation. Donc, je suis directrice de l'association Louise Rosier. Nous, on fait de la sensibilisation au bien manger pour les enfants avec plusieurs programmes, dont les 2 principaux sont des programmes dans des écoles en quartier prioritaire, principalement à Paris, où on fait des ateliers nutrition et cuisine. En partenariat donc avec la mairie de Paris qui cofinance ces ateliers. Et d'autre part, on a aussi des programmes en propre qu'on organise pendant les vacances scolaires, avec là aussi toujours une dimension ouverte à tous, puisqu'on a des places gratuites pour des enfants de quartiers prioritaires en partenariat avec la mairie de Paris. Voilà. Merci beaucoup Margot. Et également avec nous Aminata Sohendiaé qui vient du Sénégal et qui représente le projet Produits culinaires pour une cuisine facile et qui est également technicienne supérieure en industrie agroalimentaire. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton projet également ? Merci, c'est un plaisir de faire ces centaines, des milliers de kilomètres pour être ici. Au niveau du forum, au fait, nous sommes dans un projet multi-acteurs.
dénommé PCCF, Produits culinaires Cuisine Facile. Et nous sommes lauréates du prix Convergence. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour en trouver d'autres partenaires pour élargir notre start-up et le lancer en grande pompe et passer au développement à d'autres produits. Ce projet est composé d'universitaires, de 3 universitaires exactement, dans des domaines un peu différents. Donc, au cours du déroulement de la conférence, on pourra vraiment se pencher là-dessus. Donc, nous travaillons sur l'oignon pour éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi dire stop à l'importation. Quand on parle d'importation, on parle de transport. Quand il y a transport, on voit tout ce qu'il y a comme problèmes environnementaux là-dessus. Donc, merci. Merci beaucoup, Aminata. Alors, l'agriculture, l'alimentation, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est à la croisée de plein de sujets. Donc, que ce soit l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la biodiversité, la ruralité et les paysans. On a également l'activité économique, parce qu'aujourd'hui, ça fait vivre des milliers de personnes sur notre territoire. Mais aussi, l'alimentation, ça rythme notre quotidien. Parce que là, vous avez terminé votre déjeuner, donc vous savez qu'il faut absolument qu'on s'alimente à peu près 3 fois par jour. Donc, c'est un acte qui est hyper important, mais qui est en train d'être modifié par le changement climatique et qui a également un impact sur le changement climatique. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui repenser notre modèle de production agricole, notre alimentation, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc notre première partie, elle va porter sur la transition agroécologique et sur l'alimentation, mais surtout sur les défis, parce qu'il faut passer par cette étape de constat pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut qu'on change à tout prix de modèle. Donc, pour revenir un petit peu dans le temps, aujourd'hui, on a un système qui s'appelle l'agriculture intensive. Pourquoi est-ce qu'elle est intensive? C'est parce qu'elle utilise beaucoup de produits chimiques, des produits phytosanitaires. La mécanisation aussi, parce qu'on a des centaines de machines qui passent dans nos champs pour faire ce que faisaient auparavant les paysans. Donc tout ça, c'est super parce que ça nous a permis d'augmenter nos rendements. Il fallait nourrir de plus en plus de personnes, mais on a un petit problème, c'est que ça va baisser, ça va chuter ses rendements et ça a un impact également négatif sur notre environnement. Donc on ne peut plus continuer dans ce cercle qui est en train de nous pourrir la vie. Donc ma première question, peut-être pour toi Maxime, c'est une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a vu que les rendements super, ils ont augmenté pendant un temps, qu'est-ce qu'on peut dire des impacts sur l'environnement? Qu'est-ce qu'on a pu constater? Rien, tout va bien. Hein. Non, en fait, on sait qu'effectivement, on a recours à des méthodes standardisées. On a considéré le sol comme un substrat et on a mis des produits en seed pour s'affranchir de tout le vivant qui nous embêtait. Insecticides, pesticides, fongicides, herbicides. Et donc, du coup, on a une agriculture qui est devenue totalement artificielle, dépendante du pétrole. Et moi, le chiffre que j'adore et qui m'avait fait lancer Ferme d'Avenir, c'était en 1940, avec 1 calorie d'énergie fossile, on produisait 2,4 calories alimentaires. J'ai perdu le fil. Avant, je le répétais toutes les semaines. Maintenant qu'on fait plus de conférences. Donc, avec 1 calorie fossile, on produisait 2,4 calories alimentaires. Maintenant, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. Donc, on a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Ça montre vraiment qu'en fait, on a considéré que cette notion énergétique n'avait aucun sens et n'avait pas lieu d'être dans l'équation alimentaire. Et c'est une grosse erreur, évidemment, puisque ça remet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis, ça avait des impacts qu'on n'imaginait pas forcément, notamment sur l'ampleur de l'érosion de la biodiversité. On a perdu 60% des animaux sauvages en 45 ans, 80% des insectes en France en 30 ans. C'est pas un petit problème, quoi. C'est la 6e extinction des espèces et elle est 10 000 fois plus rapide que la plus rapide des précédentes. Et c'est nous qui en sommes responsables. Enfin, c'est même clairement notre modèle alimentaire qui en est responsable. Donc du coup, ça a énormément d'impact sur la biodive, sur le climat, sur la santé. C'est plus compliqué à mettre en lumière, mais ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui sont devenus un petit peu la norme. D'ailleurs, ils avaient été retirés sur certaines cultures et on les a remis, on les a réautorisés en toute urgence quand on a vu qu'il y avait des problèmes sur la betterave. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des sujets sur la santé, sur le climat, sur la biodive. Et tout ça, à la limite, ça pourrait se justifier si au moins ça créait de l'emploi et que les agriculteurs vivaient bien. Mais en fait, c'est ça le pire, c'est que malgré ça, malgré toutes ces techniques,
et ben en fait, on a perdu 80% des agriculteurs en 35 ans, et aujourd'hui, un tiers des agriculteurs vit avec 350 € par mois, et on sait tous le taux de suicide qui explose. Donc, globalement, il n'y a pas énormément d'arguments en faveur de l'agriculture industrielle et chimique, que certains appellent conventionnelle. Moi, j'ai jamais signé de convention, vous non plus, donc mettons-nous d'accord, c'est une agriculture chimique, ultra mécanisée, et voilà. Et donc, il n'y a pas beaucoup de choses pour la défendre maintenant, et donc il est temps je pense, comme tout le monde est d'accord, d'écrire la suite, quoi. Oui, carrément. Il y a quand même des gens qui sont encore des fervents défenseurs de ce modèle-là. Et malheureusement. De moins en moins, heureusement. Et oui. Ça veut dire qu'en gros, heureusement, les éléments de langage leur permettent petit à petit de retourner leur veste sans qu'on le voie. Et c'est bien, enfin, à la limite, qu'ils le fassent discrètement, mais que. Voilà. Alors, une fois qu'on a posé tout ça, qu'on a compris qu'on était mal niveau alimentation, est-ce que toi, Linda, tu dirais que le système actuel, le système agricole actuel, il nuit finalement à son propre avenir et qu'on est en train de se lancer dans une logique qui est totalement autodestructrice ? Oui, Maxime vient d'en parler largement. J'ai plus envie de parler de la solution parce que là c'est évident, tout s'accélère en termes de bouleversement climatique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un phénomène incroyable qui arrive. Là encore cette nuit à New York. Donc au niveau de l'agriculture, on a fait le tour, on a tiré les constats, on a même les solutions. Là, on en est à qu'est-ce qu'on attend pour enclencher enfin cette grande vague de transition agroécologique qu'on est nombreux à attendre. L'agroécologie, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de gens même la majorité, je pense, des gens sur Terre qui en vivent. C'est à nous de faire notre part et de revenir en arrière quelque part, mais un arrière positif par rapport à cette soi-disant révolution verte qu'on a faite après la guerre et qui a été en fait un suicide programmé. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour accélérer cette transition ? Et c'est un problème sur lequel on s'est pas mal pris la tête, notamment avec Ferme d'Avenir et toutes les associations qui luttent pour l'accélération de la transition agroécologique. Et on sait qu'on est quand même confronté à des pouvoirs extrêmement présents et difficiles à déstabiliser. Un système bien établi, même un conditionnement de la société qui accepte beaucoup de choses, de moins en moins heureusement. Donc là, on est vraiment dans une vague de libération, c'est en tout cas comme ça que je le vois. Et il faut accompagner toutes ces luttes et toutes ce nouvel élan positif qui arrive à plein de niveaux de la société, et notamment au niveau de l'alimentation, où il y a un grand changement aujourd'hui sur les choix d'alimentation et surtout la prise de conscience au niveau du bien-être animal. Et aussi, j'ai envie de dire, une réconciliation entre la ville et la campagne. Il y a beaucoup plus de liens. Avec le confinement, on s'est rendu compte que les gens, c'était important la nature, de respirer, d'aller en forêt, d'être au contact de la nature, parce que quand on est confiné et enfermé dans un appartement, on souffre énormément. Donc on s'est rendu compte à quel point des choses finalement assez gratuites étaient essentielles et que c'était une urgence de les préserver et de pouvoir y avoir accès. Donc il y a un grand mouvement aujourd'hui de personnes qui quittent la ville pour imaginer un nouveau quotidien. Et c'est aussi une partie de la solution du développement de l'agroécologie, parce que c'est des gens qui vont du coup avoir conscience que l'alimentation c'est important, que l'agriculture peut jouer un rôle, que la biodiversité c'est ressourçant, et qui vont prendre soin. Plus on sera nombreux à avoir réalisé ça et à vouloir prendre soin, et plus les choses changeront pour moi aussi, je pense. Ça passe par là aussi. Oui, la connaissance, on y reviendra tout à l'heure avec Margot. Là, on a quand même une vision qui est très centrée sur l'Occident, sur la France, sur nos problématiques. Et on a la chance d'avoir avec nous Aminata, donc, qui va peut-être pouvoir nous partager le constat du Sénégal. Est-ce que d'un point de vue environnemental, vous rencontrez les mêmes problématiques ou est-ce qu'il y en a d'autres qui apparaissent ? Merci. Moi, ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que vous êtes en train de parler de transition, de 3.0, etc. Ce qui se passe, c'est que maintenant, les Européens risquent d'exporter leurs problèmes chez nous les Africains. Parce que ce que l'on assiste, c'est qu'il y a des agro-industriels européens qui viennent s'installer dans nos pays, qui récupèrent les terres de nos grands-pères, des paysans actuels, qui font des drainages extraordinaires pour l'arrivée de l'eau dans leurs champs et qui font une agriculture intensive. Et malheureusement, ils utilisent tout ce qui est les produits, les pesticides, etc., pour avoir un rendement extraordinaire.
Et le pire, c'est que la production, les meilleurs produits ne sont pas destinés à nous, les Sénégalais et les Africains, pour dire vrai. C'est destiné aux Européens. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Qu'est-ce qu'il nous reste, nous? C'est tout ce qui est invendu ou bien qui ne répond pas au label européen qui reste aux Africains. Qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau de l'Afrique? Les gens vont continuer à consommer croyant que le prix de la carotte a connu une baisse avec l'arrivée de ces Européens, alors que c'est un produit hors norme qui ne doit pas être consommé. Pourquoi on nous le donne, nous? Donc, ce qui se passe, c'est que les conséquences sur l'environnement, ce n'est pas seulement l'Afrique qui va en subir. Actuellement, c'est l'Europe qui subit plus que l'Afrique. Parce que tout ce qu'on voit en termes de catastrophes naturelles, inondations, ça touche Chine, France, Belgique, etc. Touchons du bois, ce n'est pas encore arrivé chez nous, mais si ça arrive chez nous, c'est catastrophique. On perd toute l'Afrique, bien on perd tout un pays. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Changement, oui, mais quel changement? Est-ce qu'on ne va pas arriver à avoir des lois, au moins au niveau international, qui pourra protéger toute la planète? Donc là, on a une question. L'écocide doit être reconnu, ouais, c'est une énorme piste. Le juridique, on pourra en parler tout à l'heure, mais à la limite, c'est la seule piste qui nous reste. C'est de faire valoir au niveau du droit international la protection de l'environnement. Ouais. Et là, tu pointes du doigt un problème qu'on a rencontré par le passé. Dès qu'il y a des innovations ici en Europe, on dit on va être un peu plus vertueux d'un point de vue environnemental ou social. Et pouf, les industries se barrent au bout du monde, là où les pays se retrouvent parfois obligés de réduire leurs normes environnementales pour avoir des investissements qui cheminent et qui affluent dans leur pays. Donc là, on a parlé des impacts environnementaux, mais je me doute qu'il y a évidemment des impacts sociaux aussi. Oui, parce que ce qui se passe, quand on récupère les terres des paysans, on les exploite dans les exploitations agricoles, avec des salaires très précaires, mais aussi un travail pas du tout décent. Avec l'utilisation de ces pesticides, qu'est-ce qu'on rencontre? Des zones où le taux de mortalité était très faible, on commence à sentir 1, 2, 3, des jeunes, on perd des jeunes voisins, des jeunes parents. Pourquoi? Ils ont presque tous les mêmes symptômes, mais il n'y a pas une étude qui se réalise pour dire pourquoi. Parce que le gouvernement ne les accompagne pas. Tout ce qu'on dit, c'est de la fatalité. Ndogolu Yalla, comme on dit en Wolof, c'est de la fatalité. Alors que réellement, ces gens-là vivaient de l'agriculture que leurs grands-pères les avaient laissés. Et ils étaient dans des conditions, ils étaient là et ils trouvaient du plaisir. Maintenant, ils sont venus, ils les recrutent dans leurs exploitations. C'est eux qui utilisent les pesticides. Tout ce qui est travail précaire, on leur donne. Maintenant, tout ce qui est travail au cadre, etc., on nous amène encore les expatriés. Alors qu'au niveau de l'Afrique, on peut bien trouver ce personnel que l'on veut. C'est disponible en Afrique parce qu'il y a des jeunes qui ont fait des études, qui peuvent prendre ces postes. Mais qu'est-ce qu'on prend? On nous amène un ingénieur agro-industriel qui sort de Agro Montpellier, qui sort de je ne sais pas où. Alors que là, il y a l'école polytechnique de Thiès, il y a l'UGB qui forment des cadres qui peuvent travailler là-dessus. Mais non, nous ne sommes pas destinés, tu vois, dans leurs exploitations, des ingénieurs qu'on recrute comme ouvriers, manœuvres. C'est l'exclusion, ça. La vraie exclusion, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. Juste pour rappeler, on a plusieurs parties dans cette conférence. À la fin de chaque partie, vous pourrez poser vos questions pour être sûr qu'on n'oublie rien. Mais avant ça, on a beaucoup parlé d'agriculture, mais il y a une autre partie qu'il ne faut pas oublier, c'est l'alimentation. Parce que pourquoi est-ce qu'on produit de la nourriture? C'est pour nourrir nos ventres, parce que sinon, on ne va pas avoir une population qui se porte très bien. Donc là, je vais peut-être me tourner vers toi, Margot. Quel est peut-être ton constat? Quelles sont les problématiques qu'on rencontre au niveau de l'alimentation, la façon dont on appréhende notre régime alimentaire? Qu'est-ce que tu as pu constater avec le public avec lequel tu traites aujourd'hui? Oui, donc nous, on s'adresse essentiellement aux enfants, mais qui sont, je crois, les futures générations d'adultes. Je dirais quand même que sur la santé aujourd'hui, il y a un gros problème en France, qui est qu'un Français sur deux est en surpoids. 17% de la population en France est obèse. Donc ça, c'est des chiffres qu'il ne faut quand même pas oublier.
parce que c'est quand même voilà, des pathologies, ou en tout cas des états qui sont quand même pas faciles. Donc ça, voilà, est-ce que ça vient uniquement de l'agriculture industrielle, comme le disait Maxime, c'est très difficile en alimentation vraiment d'isoler en fait un problème pour essayer d'en tirer des conclusions sur notamment une prise de poids ou des choses comme ça, ou des pathologies liées à l'alimentation. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Néanmoins, les chiffres sont quand même là. Il y a probablement quand même quelque part dans la chaîne un problème. Nous, on travaille beaucoup sur effectivement la sensibilisation parce que c'est très important en fait que les gens comprennent. Et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui dans nos sociétés, soit on a la chance de faire partie d'un cercle, d'une famille où les bonnes habitudes alimentaires sont déjà là, où les gens cuisinent des produits bruts au quotidien, etc. Si on n'a pas cette chance-là, où est-ce qu'aujourd'hui on apprend à faire ça ? C'est vrai que c'est pas simple, donc c'est des problématiques auxquelles il faut essayer de répondre et il faut expliquer. Alors après, sur l'aspect environnemental, c'est vrai que on entend toujours c'est bien de manger des fruits et légumes de saison, mais il faut aussi se rappeler que pour certaines catégories sociales, certaines classes sociales, manger des fruits et légumes de saison, c'est bien, mais reprenons la base, manger des fruits et légumes tout court, c'est bien. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de faire comprendre. Le bio, le local, etc., c'est très important. Il faut essayer de pousser au maximum, mais il faut déjà que ces populations-là, enfin nous quand on va dans les écoles, les plats préférés des enfants c'est le Big Mac et au goûter ils mangent des chips, quoi. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui dans certaines écoles, pas très loin d'ici, hein, à 15-20 minutes à pied d'ici, il y a des écoles où quand on demande les plats préférés, on a la moitié de la classe qui répond à McDo, quoi. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité de l'alimentation. Ouais, et en préparant cette table ronde, tu m'avais aussi parlé de carences un peu dans l'éducation, des enfants qui n'arrivaient plus à reconnaître les légumes, et tu me disais on commence là et après on verra la suite. Alors, il y a des enfants, effectivement, mais même parfois, dans certains ateliers, on a des adultes. Quand on montre une courgette, on a des concombres. Et quand on montre un concombre, on a une courgette. Donc, c'est vrai que parfois, c'est triste, mais il faut vraiment reprendre les bases. Il faut aussi que les gens re-rentrent dans des potagers, revoient comment pousse un légume, comprennent que quand une pomme, elle est nickel dans notre frigo pendant 6 mois, c'est quand même hyper bizarre. Voilà, les enfants, quand ils voient une petite tache en fait sur les fruits et les légumes, ils se disent ah non, elle est plus bonne. Mais non, pas du tout en fait. C'est le truc inverse. C'est quand elle bouge pas qu'il y a un problème. Donc c'est tout ça qu'il faut vraiment réexpliquer. Et encore une fois, il faut l'expliquer parce que en fait, les enfants, ils sont tellement habitués à ça que en fait, maintenant, ils comprennent plus pourquoi. Non, le jambon un peu gris. Non, ça donne pas du tout envie. Moi, je préfère quand il est rose. Voilà, les adultes aussi. Hein. Peut-être Linda ou Maxime, est-ce que ça vous fait réagir ce qu'on vient d'entendre, aussi bien sur les problématiques qu'on peut rencontrer au Sénégal ou sur l'alimentation, même comment est-ce que vous aviez un peu la perception de ces problématiques dans l'alimentation? Parce que en effet, vous êtes dans le côté agriculture, mais je pense que vous arrivez très bien à faire les ponts. Non, mais par rapport au Sénégal et à cet aspect mondialisé, et on va exporter nos conneries ailleurs et imposer aux autres pays ce qu'on avait. Qu'on a foiré aussi. Enfin, franchement, c'est juste voilà, c'est juste pathétique et il faut se battre contre ça. Merci de le faire et plus vous serez pour le coup nombreux sur place à résister, voilà. Plus nous on aura d'arguments ici aussi pour dire à nos politiques d'arrêter de faire ça. Mais par rapport à l'éducation, oui, c'est super important. Moi, je me pose toujours la question des futurs adultes. Moi, j'ai des enfants en bas âge, plus ou moins bas âge, mais là, il nous reste 10 ans, quoi. Il nous reste vraiment 10 ans, et c'est même, je sais même pas si l'éducation, c'est absolument indispensable, et franchement, c'est très bien de faire de l'éducation, de la sensibilisation. Sans ça, on n'y arrivera pas. Mais à un moment, moi j'ai commencé ma carrière en créant des outils pédagogiques sur le développement durable, donc je créais des affiches et des logiciels qu'on envoyait dans les écoles, dans les entreprises, dans les collectivités. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ça c'est pas du tout assez, quoi. L'éducation c'est bien, mais en fait, d'ailleurs, un sujet sur l'alimentation, c'est que l'augmentation de la demande en bio local en France, elle est de 20% par an.
Et l'augmentation de l'offre en bio local, elle est de 10% par an. Donc en gros, le facteur limitant, c'est pas le consommateur, c'est vraiment le système agricole. Et le système agricole, c'est pas les agriculteurs qu'il faut blâmer pour ne pas le mettre en place, c'est nos institutions qui continuent à encourager un système délétère, qui externalise tous ces coûts cachés à coups d'algues vertes dans nos impôts, au lieu de les faire payer à Justin Bridou. Enfin, le jour où Justin Bridou doit payer pour réparer les algues vertes, ils vont arrêter de produire du porc comme ils le font. Parce qu'en fait, ils verront que ça leur coûte beaucoup plus cher. Donc, j'ai switché, mais en gros, l'éducation, c'est super important et on en a besoin parce que c'est le terreau en fait de la résistance ou du changement. Mais clairement, les leviers avec les plus gros moments, enfin avec les plus gros, le plus gros impact, ils sont politiques. Et je pense que là, on a toute une génération de politiques à rééduquer, déjà qui lisent le rapport du GIEC, enfin, ou même le résumé, quoi. Hein, mais voilà, qui regardent ça et qu'ils arrêtent de nous montrer des coupables. Enfin, c'est tellement facile. Et moi, je suis très, très remonté contre les médias en ce moment, qui continuent à donner la parole à des gens qui simplifient les problèmes, qui font du populisme. Et le populisme, c'est quoi? C'est trouver des solutions faciles à des problèmes complexes et dire, en fait, le problème, c'est eux. Et donc voilà, et donc du coup moi je suis un peu triste sur cet aspect-là et il me semble que là à un moment ou l'autre il va falloir passer à un degré supérieur d'action qui est de l'action directe, qui est de la désobéissance civile, qui est ou la reprise du pouvoir. Mais ça on voit que les gars qui tiennent les médias sont pas encore prêts à laisser la tribune aux alternatives, quoi. Margot, peut-être une réponse? Alors, je crois qu'effectivement, de toute façon, moi je pense que les deux sont liés, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut à un moment donné réguler ce qui se trouve dans nos commerces, réguler comment les choses sont produites, etc. Néanmoins, l'alimentation au quotidien, moi je suis persuadée que c'est nous face à ce qu'on achète, nous face à ce qu'on cuisine au quotidien, 3 fois par jour, dans notre cuisine, avec nos enfants, avec nos familles, etc. Donc à un moment donné, si les gens perdent l'habitude de cuisiner, ben en fait, ils continueront à acheter tous les trucs qui sont déjà préparés, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut instaurer l'habitude, il faut donner envie aux gens de cuisiner, il faut donner envie aux futures générations de cuisiner. Moi, ma grand-mère, elle cuisinait 4 heures par jour, ça faisait partie de son quotidien. Voilà, donc après, c'est des habitudes à réacquérir. Je ne sais pas si c'est quelque chose de souhaitable et que tout le monde a envie de vivre, mais moi j'adore cuisiner. Si je pouvais cuisiner toute la journée, je le ferais. Mais juste sur les plats cuisinés, le jour où on interdit les plats avec des nitrites ou les plats avec autant d'additifs, etc., en fait, il n'y aura juste plus le choix. Il faudra cuisiner. C'est ça que je veux dire. En fait, moi je cherche, ça fait 15 ans que je cherche la manière la plus efficace de provoquer le changement. Et je sais pas, ça fait 30 ans qu'on dit que fumer tue. Voilà, les clopes continuent de se vendre bien et ça fait 30 ans qu'on dit ou 50 ans qu'on dit arrêtez de jeter vos trucs dans la nature. Moi, dans mon village, il y a encore des gens qui font de la décharge sauvage au cul des champs, quoi. Donc, et encore une fois, c'est absolument nécessaire et indispensable. C'est-à-dire que sans ça, de toute manière, ça passera pas. Le reste passera pas. Mais il y a le moment où est-ce que c'est suffisant et c'est ça, moi, mon questionnement, quoi. Moi, je trouve ça merveilleux qu'en fait, il y a autant de gens qui se battent sur différents thèmes avec différents moteurs à l'intérieur. Et tout ça, c'est complémentaire. Et je pense en effet qu'il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petits gestes, qu'il faut rester quand même en macro pour bien observer ce qui se passe en termes de force de pouvoir et qu'on a un gros défi. Notre génération a hérité d'un énorme défi, c'est peut-être de sauver notre civilisation, donc c'est quand même pas rien. Mais voilà, moi je suis juste super contente d'être là avec des gens qui agissent au quotidien et qui ont ça dans les tripes et qui lâcheront pas. Donc ça rassure. Faites-moi tout ce que je voulais ajouter par rapport à la sensibilisation que vous faites et tout. Chaque fois quand je regarde les télévisions européennes, qu'est-ce que je vois? Manger au moins 5 fruits et légumes. Une pub. Et après, qu'est-ce qui se passe? Pub de KFC. Qu'est-ce qui se passe? Pub de, je sais pas, pub de... Ensuite, je dis à la famille, mais attends, ils veulent que leurs enfants mangent 5 fruits et légumes par jour. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on leur montre qu'il faut manger? Mais dans McDo, il y a combien de légumes? Et à quel pourcentage? Dans un hamburger, il y a combien de légumes et à quel pourcentage? Je sais pas, c'est les médias qui doivent jouer ce rôle. Nous, au Sénégal, on continue de cuisiner presque 4 heures de temps, 3 heures de temps. On essaye de cuisiner tout ce qui est riz, les légumes, etc. De proposer un plat
avec toute la famille à midi, mais nous commençons à rencontrer vos problèmes parce que ma fille de 2 ans, bientôt le 10, quand tu lui prépares une purée de quelques légumes dans le plat, il te dit non, maman, bonbon, je veux bonbon. Donc vous voyez que, parce que, c'est ce que j'ai dit à son père, tant qu'il continue à regarder la télé et qu'il voit ces pubs qui passent, elle continuera à demander des bonbons parce que c'est ce qu'elle voit. Donc je pense que dès qu'on est enfant, on peut changer la mentalité de l'enfant en lui montrant ce qui est bon à manger. Ça, c'est pas bon, mais qu'est-ce qui est bon? Est-ce qu'il le voit? Ouais. Je suis complètement d'accord. J'ai arrêté au bout de 7 ans de diriger la collection d'outils pédagogiques que je faisais quand j'ai réalisé que le budget de la pub en France, c'était plus de 20 milliards par an. Et je regardais tous les acteurs de l'EEDD, donc l'éducation à l'environnement et au développement durable, donc c'était en 2010-11. J'ai essayé de faire la somme de leurs budgets globaux, tous les trucs qui adhèrent aux graines, etc., dans toutes les régions. Et je me dis, allez, à tout péter, on est à 50 millions, quoi. Donc c'est 1 pour 500, enfin on se bat contre, enfin c'est David contre Goliath, et ça marche pas, quoi. Et donc du coup, ça marche sur des gens déjà convaincus, et il suffit de voir, là on a l'impression de faire de la sensibilisation. Vous êtes toujours tous d'accord avec ce qu'on est en train de dire, vous saviez déjà ce qu'on allait dire. Non, vous n'êtes pas d'accord, ah, c'est super. Et donc du coup, on ne touche que des convaincus, et enfin là, j'étais à l'anniversaire de ma fille, enfin pas de ma fille, mais d'une copine de ma fille, donc je vais voir, et je passe un petit temps avec les parents, il y avait 8 parents. Donc on est dans mon village. Il n'y en avait aucun qui avait jamais entendu parler du mot GIEC, enfin de ce qu'était le GIEC. Donc je me retrouve face à des gens, enfin voilà, et j'ai l'impression en fait que je suis dans un autre monde. Mais on est dans un autre monde, on est dans un petit monde qui se pose ces questions-là, alors qu'effectivement les autres ils font la queue à KFC, ouais. Mais bon. Peut-être pour rebondir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a touché du doigt un peu 2 grosses batailles. Il y a la bataille politique, parce que ça c'est important, aller infiltrer toutes ces grosses institutions qui aujourd'hui prennent des décisions pour nous, tout le temps, en promulguant des lois, en donnant du fric à des gens qui vont l'utiliser pas forcément à bon escient. Et il y a la bataille culturelle, celle qui se fait à travers les imaginaires, à travers la communication, la pub. Et celle-ci, elle est aussi hyper compliquée à gagner. Il ne faut pas se dire, non mais c'est juste dans notre tête, il y a juste à mettre des dessins dans la rue en disant que les carottes c'est super et tout le monde va manger des carottes. Non, c'est hyper compliqué. Pourquoi ? Parce que ça fait des dizaines d'années qu'on nous rabâche les oreilles avec le même message. C'est que ce qu'on nous met dans notre assiette, c'est bon pour nous, parce que dans tous les cas, ça a été validé par des institutions qui sont pas dirigées, soi-disant, par le gouvernement. On pense toujours que c'est bon pour nous, ça a été validé. Problème, c'est pas le cas. Donc là, comment est-ce qu'on arrive à changer tout ça ? Ça passe par ces batailles que vous faites en éduquant, en sensibilisant, et en allant toucher du doigt ces messages qu'on nous met dans la tête sans même qu'on s'en aperçoive. Ça, c'est les 2 batailles. Je pense que vous avez peut-être déjà des questions. Est-ce que c'est le cas ? Oui ? Donc, je ne suis pas d'accord parce que je vous trouve pas assez méchant. On pourrait rappeler tout de même l'épisode des rats et de la malbouffe. Hein. Vous prenez 2 rats. Je vous laisse peut-être le raconter. Non. Bon, enfin, vous prenez deux groupes de rats, un qui mange normalement, tout ce qu'il mange en général, et un autre qui mange les junk foods, c'est-à-dire les poubelles des McDonald's, des KFC, etc. Et en réalité, après, on leur propose à la fois la junk food et aussi, en même temps, on les intoxique avec de la cocaïne. Et en réalité, les rats sont plus intoxiqués par la junk food que par la cocaïne. Pardon ? La même filière. Oui, donc voilà, c'est en ce sens-là. Je vous ai trouvé aussi gentil parce que vous avez dit que, disons que cette agriculture intensive n'avait pas d'incidence sur la santé. Il y a un certain nombre de révolutions. Ah bon, pardon. Mais c'est pour ça que j'ai indiqué que je voulais être encore plus méchant qu'eux. Mais il y a des mots, je ne peux pas prendre, pas malheureusement, heureusement, sans doute trop longtemps la parole, mais je voudrais juste donner des mots sur lesquels vous pourriez rebondir. C'est-à-dire qu'il y a le fameux second cerveau du microbiote. Je suppose que ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Il y a aussi ce médecin brésilien qui nous a appris ce qu'était
n'était que la nourriture ultra transformée et qui était en réalité cancérigène. Je suppose que là aussi vous pouvez rebondir. Et puis il y a deux mots qui n'ont pas été employés, c'est le mot viande tout de même, et puis aussi le mot coton. Là, effectivement, je suis d'accord que c'est pas tout à fait l'alimentation, mais c'est un problème. Et tout de même, pour notre amie sénégalaise, il y a tout de même aussi dans les traditions culinaires du Sahel, des petits problèmes au niveau de la cuisson, et en particulier de l'intoxication par rapport aux enfants et par rapport aux ménagères, enfin aux femmes qui font la cuisine. Désolé d'avoir été un petit peu trop long, mais vous n'avez pas voulu raconter mon histoire de rat et de cocaïne. Peut-être pour rebondir sur la question de l'élevage, j'ai mes petites notes, etc. Donc j'ai tous les chiffres sur l'élevage. Je peux vous dire que c'est à peu près 14,5% de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et la plupart d'entre elles, en fait, on a du méthane qui est à peu près 28 fois plus réchauffant que le CO2. Donc on nous rabâche les oreilles avec le CO2, mais le méthane, c'est encore pire. Et aujourd'hui, c'est un gros débat, la question de l'élevage, parce que en effet, notre système, il est intensif et il a des impacts qui sont tout à fait négatifs. Mais en même temps, on nous rabâche les oreilles un petit peu avec les services écosystémiques et avec l'impact que ça peut avoir, notamment sur l'entretien de certains espaces. Donc je pense que Maxime, tu peux rebondir là-dessus, parce que y a tellement d'études qui sont en train de sortir, on nous dit non mais l'élevage, on en a absolument besoin. Mais on a besoin de l'animal dans l'agrosystème, il n'y a juste pas besoin de le tuer. Il n'y a juste pas besoin de le tuer à la fin. Enfin, à la fin. D'ailleurs, on tue les animaux à 10% de leur espérance de vie en moyenne. Hein. C'est comme si vous butiez les enfants à 6 ans et demi. Donc, non, il n'y a pas besoin de buter l'animal à la fin, c'est tout. Et donc oui, il y a besoin de l'animal. Et on pourrait avoir des gens qui conservent la biodiversité et les écosystèmes, comme des gens conservent notre patrimoine culturel dans les musées. Donc c'est des conservateurs de musées. Et ben en fait, les éleveurs, je suis désolé, être aligné et dire bien-être animal quand tu sais que tu butes l'animal à 10% de son espérance de vie, il y a un truc, il y a un moment où tu as débranché ton cerveau quand tu dis ça, quoi. Bref, moi j'ai arrêté de manger de la viande il y a 8 ans, je me porte très bien, du poisson il y a 1 an, ça va très bien aussi, et juste il n'y a pas de débat en fait, il n'y a pas de débat, c'est comme prendre l'avion pour ses loisirs, en fait non. Alors oui, alors on passe pour des gars punitifs, c'est chiant l'écologie, ouais. Mais en fait ce sera vachement plus chiant d'avoir des étés à 55 degrés tous les étés dans 10 ans, donc... voilà, donc il faut faire des choix et voilà. Et donc oui, la viande, évidemment, c'est une connerie totale. Ce qu'on est en train de faire, on bute 30 milliards d'animaux par an, enfin d'êtres vivants par an, parce qu'on a décidé qu'on pouvait. Je vais juste rebondir là-dessus, à nouveau, bataille culturelle. Parce qu'on nous a dit pendant des dizaines d'années qu'il fallait manger de la viande et que si on était par exemple un homme qui allait travailler dans les champs, si on n'avait pas sa petite côte de bœuf au repas, ça allait être compliqué parce que, soi-disant, un repas végétarien, ça ne donne pas assez d'énergie. Et voilà, ça c'est aussi une des batailles culturelles à gagner, typiquement. J'apporterais juste un petit bémol, si tu voulais y aller, sur l'élevage familial. Moi, j'ai des poules et des moutons. On a un problème au niveau des naissances quand il y a beaucoup d'hommes, enfin de mâles qui naissent. On doit réguler les élevages parce qu'on a besoin de moins de mâles que de femelles. Donc ça, j'ai appris ça en devenant paysanne. Et donc, on est vite soumis à un problème, même si j'ai voulu avoir des moutons d'abord pour qu'ils mangent l'herbe de ma prairie et qu'ils entretiennent à ma place. Et que j'utilise leur fiente, leurs déchets organiques pour amender mon potager. Et on mange majoritairement des légumes, mais il arrive un moment quand même où il y a un petit problème de représentativité des hommes, des mâles. Dans le troupeau, je n'ai besoin que d'un bélier pour reproduire. Et donc après, sinon, ils s'entretuent. Donc il faut que j'extrais les mâles de mon troupeau. Je préfère les manger. Ou essayer de les vendre pour que d'autres les mangent, leur donner le maximum de belle vie. Ils partent à 1 an, oui, c'est vrai qu'ils pourraient vivre beaucoup plus, mais je ne peux pas les garder plus parce qu'après ils se reproduisent. Donc je ne peux pas non plus avoir plus grand chez moi. Et donc c'est un problème qui est récurrent à toute l'agriculture paysanne d'élevage, même pour le lait. Hein, quand on a des vaches laitières, il y a des veaux, et les veaux, ils ne savent pas quoi en faire. En plus, c'est à peine valorisé derrière. Donc on a avancé sur les poussins, ils sont plus broyés, les mâles sont plus broyés à la naissance. C'est une vraie question sociétale. Je ne suis pas encore complètement déterminée là-dessus. Moi aussi, je regarde, j'observe, je lis beaucoup sur ce sujet-là.
Voilà, c'est compliqué, mais je pense qu'on ne peut pas jeter à la poubelle ceux qui font au moins un bon travail d'élevage avec du bien-être animal en conscience. On a mangé des animaux pendant longtemps, on peut en manger énormément moins. Si déjà on ne faisait que ça, de tuer 1 ou 2 animaux par an, parce qu'il n'y a pas la place pour eux, mais de le faire en respect, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de soutenable en termes d'éthique. Mais le travail déjà est beaucoup plus important de réduction de la part de viande dans nos repas, c'est évident. Je rebondis là-dessus, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en tout cas moi c'est ce que je constate, c'est que les parents, en tout cas les personnes, nous qu'on a un atelier, ont énormément de mal avec le fait de faire des repas végétariens. On entend beaucoup dans les médias, et un petit peu, pardon, mais dans certains microcosmes, que c'est très important de manger végétarien, etc. Mais expliquer à des familles, à des parents que des repas végétariens, même à 50% du temps, c'est complètement possible et que ça ne créera pas forcément d'énormes carences chez leurs enfants, c'est des discours aujourd'hui qui ont beaucoup du mal à être entendus. Dans certaines catégories de la population, manger de la viande ou du poisson, mais surtout de la viande midi et soir, c'est aussi bien nourrir sa famille, ça fait partie un petit peu des consciences collectives. Donc je crois que expliquer aux gens, faire un petit peu de sensibilisation sur ce problème-là, par exemple en réduisant la part de viande, soit pour acheter de la viande de meilleure qualité, soit pour acheter par exemple des produits bio, fruits et légumes bio par exemple, c'est des choses qui sont intéressantes, mais ça, il y a vraiment une grosse partie de la population qui ne l'a pas compris encore aujourd'hui. Donc là c'est bien parce qu'on a vu que même au sein des mouvements écolos, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Et c'est ok parce que on a quand même le même objectif, c'est celui de protéger l'environnement et la biodiversité finalement. Dans les niveaux, enfin on est ok sur le principe. Après c'est le curseur de radicalité que tu mets, le curseur de l'engagement que tu mets, qu'on est prêt à imposer ou pas. Mais c'est sûr qu'il y a un gros sujet sur l'élevage au sein des politiques écoles. Enfin même chez ELV, le positionnement est pas clair et en tout cas ceux dont je fais partie, qui pensent que de toute manière on ne sait pas, je sais pas, si vous essayez de réduire votre consommation de moitié, vous verrez en fait c'est très compliqué. Moi depuis 10 ans que j'ai arrêté totalement, j'ai compris qu'en fait avant, alors que je pensais consommer peu de viande, en fait j'en consommais beaucoup, puisque ne pas consommer de viande, ça revient à ne plus avoir le choix. Tu vois, dans une boule, là en bas la crêpe, il y a une seule crêpe végé. Dans n'importe quelle boulangerie, il y a un seul sandwich. Donc en fait, je comprenais qu'avant, je me laissais toujours le choix, donc en fait, c'était pas vraiment... Bref, j'ai bifurqué, désolé. Oui, alors j'ai une petite question. Alors, moi, je suis chef de cuisine, père de famille d'une fille de 12 ans, qui est adorable, et qui mange très très bien. Je fais aussi de la sensibilisation dans les écoles, pour les enfants, pour les parents. Les parents, il y a du boulot aussi. Et par contre, je pense qu'aussi, il faudrait éduquer les ministres, les responsables, qui font les lois, peut-être faire des cours de cuisine, parce que moi quand je vais dans les écoles avec les enfants, en fait ils s'éclatent. Des fois les parents ils comprennent pas ce qu'ils ont fait les enfants, parce que même les parents ils connaissent pas. Donc voilà, je pense qu'aussi il y a ça, parce que c'est bien de faire ça, de dire on éduque les enfants, on fait des ateliers, moi je viens sur mon temps libre, je le fais avec plaisir parce que je trouve que c'est super. Mais des fois les parents ils sont pas du tout éduqués. Et après oui, donc on éduque les enfants, on éduque les parents. Mais après si en haut il n'y a plus personne qui fait rien, parce que manque de budget, manque de ci, manque de temps, voilà, c'est compliqué. Donc c'est pas vraiment une question, mais je sais qu'il n'y aura pas de réponse, mais moi si le ministre des écoles il veut que je lui fasse un cours de cuisine, mais il n'y a pas de problème. Et même d'autres chefs, il y a plein de chefs. Donc je voilà. vous aiderai, on peut organiser quelque chose, peut-être un message à faire. Voilà, c'est pas vraiment une question, mais c'est... On peut aussi changer de gouvernement. Ouais, mais bientôt en plus, c'est possible. Après, c'est compliqué, mais un gâteau au chocolat, c'est du chocolat, du beurre, du sucre, et rien d'autre, et des œufs. Il n'y a pas tous les lettres qu'il y a après, les E, les machins, tous les trucs toxiques. Enfin, c'est comme ça. Et en fait, il y a 40 ans, on faisait de la vraie cuisine. Et on n'a pas besoin de passer 4 heures par jour. Non. Moi, je vous fais à manger en 45 minutes pour 4 personnes. Entrée, plat, dessert.
Si vous voulez donner vos adresses, allez-y. Elle aimait beaucoup trop ça, c'est pour ça. Ma grand-mère cuisinait beaucoup. Mais on peut faire beaucoup plus court, je suis entièrement d'accord. Peut-être pour donner la parole à Aminata, on a eu ce débat sur la viande. Ça, c'est encore un débat qu'on a ici en France, mais qu'est-ce qu'il en est au Sénégal ? Ça va être très difficile de dire, surtout nous, Sénégalais, d'arrêter de consommer de la viande. Déjà, on a une fête une fête religieuse, où vraiment, quand tu n'égorges pas un mouton au niveau de ta famille, c'est quelque chose, déjà, au niveau du point de vue religieux, c'est déjà recommandé, donc il faudra, c'est obligatoire du point de vue religieux. Et du point de vue social, ça ne montre pas ta force, mais bon, ça entraîne un sentiment de satisfaction pour la famille et les enfants. Mais concernant cela, toujours, moi, on me dit toujours que tu es syndicaliste, mais je ne suis pas syndicaliste. Je déteste les mauvaises pratiques. C'est tout simplement ça. On assiste vraiment à une pêche sauvage, toujours, venant des étrangers. Parce qu'il y a les Asiatiques qui reçoivent des licences de pêche, qui nous prennent tous nos poissons. Et alors nous, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos assiettes? Les poissons, vraiment, ça fait 40 ans, on ne les retrouvait pas dans les assiettes. Maintenant, tout ce qui est poisson de bonne qualité, les tchofs, etc., on les retrouve. Tu viens en Europe, ou bien des gens qui vivent à l'étranger vont te dire non, ça coûte absolument rien au niveau de l'Europe. Alors que pour nous, pour le manger maintenant, il faut casquer cher pour l'avoir. Donc, c'est ce que je dis. On est en train d'exporter les problèmes de l'Europe en Afrique. Après, d'ici 40 ans, ce sont des Africains qui vont se dire non, il faut arrêter. Mais il faut arrêter quand il est temps. Et je pense que là, il est temps que tout ce réveil écologique, environnemental qu'on a, qu'on le partage dans le monde et que les lois soient partagées de façon internationale pour sauver toute une planète. Parce que les catastrophes naturelles, ça ne sauve pas l'Europe ou l'Asie. Elles laissent l'Amérique, ou bien sauve l'Amérique, sauve l'Afrique, sauve l'Europe, elles laissent l'Afrique. Les catastrophes naturelles, c'est partout. Les conséquences climatiques, ça va être partout. Tout le monde va le ressentir. Rien que cette année, vous imaginez au niveau de Tunisie, les températures qu'on a dit qu'ils ont au niveau pour l'été, c'est catastrophique. Et ça va progresser de plus en plus. Donc, pour la viande, moi, je dirais que manger pas de viande. Si on me réveille un jour pour me dire que maintenant, au Sénégal, on ne mange plus de viande, ça va me surprendre. Merci beaucoup, Aminata. Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette partie? Oui. Moi, je voulais aborder un problème annexe, c'est-à-dire l'emballage. Moi, j'ai fait des calculs sur les bouteilles d'eau en plastique consommées juste par les gens qui travaillent dans Paris sur 5 jours par semaine, les petites bouteilles. Je trouve ça très important. D'une part, pourquoi on boit de l'eau minérale quand l'eau du robinet est... Bon, enfin, ça, c'est un choix particulier. Mais l'eau à Paris est excellente, peut-être moins au Sénégal dans certains endroits, malheureusement. Et on arrive pour 1 an à 5 milliards et quelques de bouteilles plastiques utilisées uniquement à Paris et uniquement pour l'eau minérale et en petites bouteilles. Voilà. D'autre part, avec la junk food ou comment dirais-je, les repas apportés à domicile, il y a aussi beaucoup de cartons. Je l'ai vu pendant le confinement, comme tout le monde, les cartons envahissaient partout les trottoirs, les cours d'immeubles, etc., etc. Et moi, je trouve que ça jouxte l'alimentation, parce que l'alimentation demande aussi beaucoup d'emballage actuellement. Vous allez dans un supermarché, la viande est enveloppée, etc., etc. Voilà. Je voulais ajouter, Aminata, il n'y a pas qu'au Sénégal, malheureusement, que ces phénomènes arrivent. Je l'ai vu en Inde, je l'ai vu dans beaucoup de pays, et malheureusement, soit ce sont les gros propriétaires des pays eux-mêmes, soit c'est l'exportation des Européens. Voilà, donc moi je souhaite vraiment que ça s'arrête, pour que les gens puissent vivre et avoir leurs propres ressources et en profitent. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, ça suffit.
on veut que ça s'arrête. Bon, là, je pense que vous avez eu votre quota de mauvaises nouvelles et de choses qui ne vont pas dans le monde. Voilà, vous avez compris que ça ne va pas bien. Sur les emballages, il y a plein de trucs qui sont en train d'être faits. Et pareil, c'est politique. Hein. Mais attendez, on a arrêté les pailles plastiques pour 2040. Tranquille. Vos enfants auront quel âge? En fait, comme vous parlez des bouteilles d'eau, c'est comme si au niveau toujours, c'est ce que j'ai vu dans mon pays. Qu'est-ce qui se passe? On dit que, parce que nous, ce que l'on commercialisait, c'est des sachets d'eau, dans les sachets plastiques. Après, l'État dit non, on n'utilise plus de sachets plastiques. Maintenant, qu'est-ce qui vient? C'est des bouteilles d'eau. Toutes les entreprises qui faisaient des sachets plastiques d'eau se sont reconverties pour faire des bouteilles d'eau. Maintenant, une fois, dans un auditorium, j'ai posé la question. Ce que l'on a laissé et ce qu'on a choisi, qui est pire? On a demandé d'arrêter parce que y a beaucoup, les sachets d'eau créent avec la pollution, partout où tu passes dans ce pays, ça rend même le pays sale. Oui, on choisit les bouteilles d'eau. Maintenant, chacun se permet d'acheter une bouteille d'eau, de boire et de lancer. Il n'y a aucune récupération. Mais vous êtes syndicaliste. Du coup, on va partir. On a une dernière question, après on passe à la dernière partie. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir si vous aviez une idée de l'impact qu'on pourrait avoir avec la transition des cantines vers des cantines durables, du champ jusqu'à la gestion des déchets, et au niveau de comment c'est géré au niveau de l'agriculture, de ce qu'on a dans les assiettes et de comment on traite les déchets. Dans toutes les cantines scolaires et d'administration et d'entreprise, mine de rien, ça fait pas mal de repas par midi, par semaine, par mois, par an, donc on peut avoir peut-être un gros impact. C'est pas en termes de chiffres qu'on va répondre, mais enfin, on pourrait, hein, mais il y a évidemment des précédents qui ont été déployés, notamment à Mouans-Sartoux, cette cantine, enfin cette ville qui a décidé de passer en régie agricole. Et moi, ça a été un combat que j'ai essayé de porter, et je me suis fait rembarrer à chaque fois que j'essayais de le porter. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oh, mais c'est super, moi j'ai un champ, je suis prêt à accueillir un maraîcher et tout, et comme ça il pourra produire des légumes, et puis peut-être que... Enfin, mais j'aimerais qu'il en vive bien. Ouais, mais attends, si tu veux qu'il en vive bien, tu es sûr qu'il va vendre bien ses produits, sa production? Oh non, mais déjà si je lui prête mon champ, c'est cool. Ouais, mais attends, déjà sur ton champ, il va mettre une serre, c'est lui qui va investir, ou toi tu es prêt à investir? On voit que tous les gens qui veulent aider, j'arrive aux collectivités, hein, mais tous les gens qui veulent aider... propose des solutions partielles qui font qu'en fait il y a toujours des loups. C'est-à-dire qu'un mec qui dit oui je vais m'installer dans un château, ils m'ont mis 2 hectares à dispo, c'est super. Ouais, mais en fait tu vois que tu peux pas mettre une serre parce que tu es dans un bâtiment historique, tu vois que les arbres que tu vas planter, le propriétaire il veut pas les payer, donc c'est à toi de les prendre à ta charge, donc, et qu'au bout de 2 ans tu vas te faire jarter potentiellement, donc du coup tu vas pas le faire. Ouais. Donc ça c'est solution partielle. Ce qu'une collectivité peut proposer en disant on va faire des achats durables, c'est super, mais on voit que ça peut déstabiliser des filières, que en plus il n'y a pas l'offre, et donc les mairies qui veulent vraiment passer au durable, et c'est là que je vais un peu transformer votre question en une proposition, c'est de dire c'est aux collectivités de s'assurer que la nourriture qui est donnée dans leur réseau à eux d'école, enfin dans leur cantine, et donc une entreprise, une grande entreprise pourrait faire pareil hein, à son échelle, et bien en fait ça vient d'un champ sans polluant, sur lequel travaillent des gens qui ont au moins le SMIC et qui ont 5 semaines de vacances par an, et donc du coup qui va s'assurer de ça et qui va donc passer en régie. Et là oui, il y a un super enjeu, et pour vous donner une idée, on est à Paris, moi je faisais partie du truc qui s'appelle Comité d'excellence environnementale pour la candidature Paris 2024, donc du coup on a monté un dossier. Et j'avais dit, en fait, regardez, vous avez pendant 1 mois, parce qu'il y a les Jeux Olympiques et les Paralympiques, donc du coup, pendant 1 mois, vous avez, de mémoire, on sortait un truc comme 8 millions de repas sur le mois, un truc comme ça, 8 millions. Je dis, en fait, en août, ça tombe bien, parce que les écoles sont fermées, donc on n'est pas en compétition avec les cantines scolaires. Donc ce que les JO peuvent faire, c'est créer des champs et installer des paysans qui vont payer pour produire la nourriture qui va venir directement, ce sera local, bio, etc. Et l'héritage que laisseront les JO, ce sera pour les écoles de Paris, c'est 100 paysans, en fait j'en avais calculé, c'était 110 paysans qu'on installait, et bien en fait ça va permettre de nourrir une partie des écoles de Paris. Ben voilà, ça c'est de la politique, ça se fait pas, et parce que les réponses sont toujours les mêmes, c'est que on peut avoir des retours chiffrés sur l'impact sanitaire, écologique, carbone,
Mais il nous manque toujours l'impact en financier qui va être c'est forcément un investissement et ils sont pas prêts à le faire. Et donc du coup, ils arrêtent toute discussion à partir du moment où ils comprennent que non, il n'y a pas de martingale qui fait qu'en fait, c'est super, en fait, on va faire bio et ça nous coûte moins cher. Ben non, bio, ça te coûte plus cher et avoir des paysans en bonne santé et heureux, ça coûte plus cher. Et donc, il faut à un moment le faire. Donc, la proposition que j'ai et que je vous pense, allez voir tous les PAT, donc tous les plans alimentaires territoriaux, et sous les laits jusqu'à ce qu'ils acceptent de passer au moins en test sur des régies agricoles. Il n'y a pas de raison que ce soit Elior ou Sodexo qui gèrent ces choses-là. D'ailleurs, ils ne savent pas répondre. Demain, si jamais tu voulais passer les cantines en bio local un peu végétarien sur Paris, Sodexo et Elior, ils ne savent pas répondre. Ils savent pas répondre. Donc il faut le créer. Peut-être pour ajouter à ce que tu viens de dire sur la mairie de Paris et le refus de mettre en place la proposition. En plus de ça, il faut savoir qu'hier, ils sont allés défoncer les jardins d'Aubervilliers, qui étaient des magnifiques jardins gérés par une communauté. Et donc voilà, en plus de refuser ce genre de proposition, ils vont défoncer ce qui existe déjà. Moi, il l'avait tué quasiment dans l'œuf, la proposition, parce que la première fois que j'ai proposé ça, donc il y avait Tony Estanguet à qui je m'adressais, et il a dit, écoute Maxime, c'est super, mais juste là, on est dans la phase de candidature, donc on n'est pas sûr que Paris ait les JO. Sache que les premiers partenaires du CIO, c'est Coca et McDo, donc oublie ton truc. Et maintenant, on va passer aux solutions, là, parce qu'il y a des choses à sauver. Je pense que vous l'avez bien compris, il y a énormément de potentiel, notamment de l'agriculture et de l'alimentation. Il y a énormément de choses à faire, et ça tombe bien parce qu'on a 4 personnes ici qui se bougent au quotidien pour faire en sorte que la transition agroécologique, elle devienne réalité. Donc on est parti de l'agriculture et on va faire la même chose sur les solutions. Donc là, je vais me tourner à nouveau vers vous. Comment est-ce qu'on arrive à vraiment insuffler la transition agroécologique dans notre pays? Grosse question, à 1 million. Ma conclusion personnelle, c'est que les actes fonctionnent mieux et quand on a trouvé un peu son ikigai, ce qu'on appelle son ikigai, c'est sa raison de vivre et ce qui nous nourrit et ce qui fait sens pour la communauté, on a plaisir à faire cette démonstration. Donc moi, ça a été ma transition personnelle. Donc, j'étais dans l'immobilier à Paris, écœurée du capitalisme, que j'avais pu observer de toutes les coutures possibles. Et donc j'ai choisi de changer de vie et de devenir maraîchère. Donc j'ai été maraîchère pendant 6 ans en Haute-Normandie. Je suis repartie m'investir dans l'associatif pendant 2 ans grâce à Maxime. Et donc j'ai pu voir aussi le combat politique dans les coulisses, surtout lui devant, mais un peu moi derrière. Et de voir à quel point aussi c'était usant pour mon bien-être et en termes d'efficacité assez frustrant. Donc je suis retournée dans l'expérience, dans le faire. Et donc je suis en train de créer un écolieu. Je suis devenue maman aussi. Ce qui n'a fait que renforcer mes convictions personnelles et apporter aussi un équilibre. Et donc j'ai envie de faire la démonstration et qu'on peut être heureux, parce que c'est mon premier objectif quand même, d'être heureuse en étant au contact de la nature, en étant dans un processus d'autonomie alimentaire, de participer au local en fait avec la communauté. Donc je m'investis, je donne des cours de permaculture, j'essaye de développer des échanges, je vais à la rencontre des paysans et de faire ma part du petit colibri, tout en ne lâchant pas un levier politique, mais là à un niveau plus local. Je pense qu'on a énormément de choses à faire sur les élections municipales, même dans l'opposition. Je me suis présentée au municipal sur une liste. On n'a pas été élu, mais on a quelques sièges. Donc on a quelques sièges qui nous donnent la possibilité d'observer ce qui se passe et d'apporter un contre-pouvoir, limité mais existant quand même. Et sur les départementales aussi, conseiller départemental, je ne savais même pas à quoi ça servait avant de me présenter. Et donc on a quand même pas mal de budget et de possibilités d'agir, notamment sur la biodiversité, sur l'éducation, sur la culture, donc qui sont des sujets essentiels pour justement entamer cette transition. Je n'ai pas gagné non plus, mais c'était intéressant de me présenter. Donc, je ne lâche pas complètement la possibilité que la politique locale, en tout cas, puisse avoir un impact sur son territoire, que les liens, c'est l'essentiel, et de faire et de montrer qu'on est heureux, c'est la meilleure vitrine possible pour dire que ce qu'on épouse comme valeur, ce sont des valeurs intéressantes pour les autres aussi.
Et donc, c'est ma vision de l'action aujourd'hui. Alors, je sais que Maxime, tu es quand même hyper engagé aussi d'un point de vue politique, donc peut-être rebondir là-dessus. Je peux beaucoup parler déjà, vous voulez pas parler? On reviendra à la partie citoyenne juste après. Non, mais alors sur la partie politique, c'est un bras de fer, quoi. Enfin, genre, c'est juste un bras de fer face à... c'est ce que je disais, c'est tout le système agricole, industriel, chimique continue de se déployer sous la force des lobbies qui disent mais c'est de la croissance, c'est de l'emploi, etc. Or, on voit que déjà, un, c'est pas vrai, et que de deux, ça a des conséquences délétères et toxiques pour notre planète. Donc, c'est un bras de fer face à ces gens-là, et les états généraux de l'alimentation, ça a été ça. Enfin, voilà, nous, on n'a pas porté... On a proposé 11 amendements pendant les états généraux, donc 4 ont été débattus et 1 est passé. Et ça tombe bien, c'était celui qui me paraissait le plus logique. C'est un amendement, je vais essayer de faire le truc simple, mais c'est pour la rémunération des services écosystémiques. En gros, ça revient à dire un agriculteur, il n'est pas là juste pour produire de la nourriture, il produit de l'eau potable, il capte du carbone, il entretient la santé des gens, il rend nos territoires jolis, etc. Et on va le rémunérer pour ça. Et autrement dit, un agriculteur qui va arrêter d'utiliser du glyphosate, il va économiser des dépenses publiques de santé. On va lui rétrocéder une partie des économies qu'il nous fait faire, comme ça va l'inciter à arrêter le glyphosate. C'est ça qui avait été passé, c'est l'amendement. Alors on n'était pas en train de dire on va rémunérer les services écosystémiques, hein. On était remise d'un rapport gouvernemental sur les modalités d'évaluation des services écosystémiques rendus par les agriculteurs et les modalités de paiement associées, qu'on pourrait y associer. Donc on était quand même vraiment pas en train de faire le grand soir, mais on était en train de poser la première marche. Et ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel, il faut rappeler, c'est 9 sages, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est 9 personnes qui ne sont pas élues, qui sont nommées par l'exécutif pour être un cheval de Troie au sein du dispositif législatif. Donc en gros, on convainc les parlementaires, on arrive à faire voter les parlementaires, et là il y a 9 gars qui s'autosaisissent, qui disent non en fait, ça non, on n'aime pas dans la loi, on le censure. Donc moi c'est là que j'ai quitté faire le mien, et j'ai dit c'est pas possible, et le seul moyen d'après moi c'est de changer nos institutions. Donc ça va un peu trop loin là pour le cadre de cette table ronde qui est sur l'agriculture, mais je pense qu'on n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas remis nos institutions dans le droit chemin. Et le droit chemin, c'est quoi? C'est rappeler ce pourquoi elles sont en place, c'est préserver l'intérêt général et la maison commune. Et elles ne le font pas. Donc du coup, c'est ça qu'il faut faire. Ça s'appelle une révolution. Donc on en parle dans la table d'à côté, la table ronde d'à côté. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, je pense que là, il faut vraiment s'indigner. Il y a plein de gens qui nous appellent à le faire, que ce soit sur les alertes scientifiques ou sur la justice sociale qui est absolument pas respectée. Donc il va falloir à un moment ou l'autre faire quelque chose. Donc non, mais là, on passe à un autre niveau, entre guillemets. Mais tout faire péter. Non mais ça pète, enfin je veux dire, tous les gens qui disent mais tu crois à l'effondrement, mais je fais attends, il a fait 50 degrés, tu parles de quoi là? On a perdu 80% des insectes, c'est pas un effondrement, on est en plein dedans, donc on peut se mettre des œillères et continuer à regarder la télé et se dire que c'est super un SUV, mais on peut aussi se dire qu'en fait c'est en train d'arriver et qu'on peut soit le subir, soit le précipiter, et moi je fais partie des gens qui ont envie de le précipiter, et plus vite ça arrivera, moins ce sera douloureux je pense, mais voilà. Ouais. Il faut préparer les gens quand même un peu, je pense. Que répondre à la suite de ça? Donc, effectivement, non, mais je crois qu'il y a des choses à faire, c'est sûr, au niveau des lois, des gouvernements qui régissent tout ce qu'on fait. Alors, effectivement, il y a des gens qui portent ces messages-là et je trouve ça hyper important. Personnellement, en tant que petit individu, dans mon petit chez moi avec ma petite famille, je crois qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire individuellement qui sont certes pas forcément des révolutions mondiales, planétaires, etc. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire aussi, comme au quotidien, juste cuisiner des produits bruts, essayer de faire attention à ce qu'on achète, se renseigner et pousser un maximum des produits locaux, de saison. Voilà, je crois que c'est le truc au quotidien qu'on peut faire qui est le mieux. Après, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, au quotidien, c'est ma toute petite partie que j'essaye de faire. Voilà. Peut-être rebondir aussi sur la partie éducation, parce que tu travailles avec ce public jeune. Alors, mais cuisiner, pour moi, soit on est déjà dans un environnement où les gens le font déjà, soit il faut essayer au quotidien de prendre ces habitudes alimentaires-là. Donc, effectivement, moi, je fais une toute petite partie de ça, c'est-à-dire essayer de sensibiliser les enfants dans les écoles. Mais il y a des milliards d'autres manières
de faire que cette partie-là, elle est présente au quotidien. Donc ça veut dire se renseigner. Aujourd'hui, il y a quand même un truc qui, sur Internet, il y a énormément de ressources d'informations où si on a envie de s'intéresser vraiment à un sujet, je crois qu'on peut quasi tout trouver. Donc voilà, c'est s'intéresser, mais il y a plein de choses. Il y a quand même certaines émissions dans les médias qui sont pas trop mal faites. Il y a plein de supports, il y a plein d'événements, donc on peut faire plein de choses. Mais effectivement, moi, en tout cas, c'est ce pourquoi on milite dans l'association, c'est inclure vraiment l'éducation au bien manger dans les écoles, parce que je crois que grandir en bonne santé sur une planète qui est en bonne santé, c'est quand même un truc qui est un peu fondamental dans la vie. Donc ça me paraît être un savoir qui devrait être enseigné des jeunes. Il y a certains pays comme le Japon où il y a des cours de cuisine. Alors c'était comme ça en France avant, mais c'était un petit peu particulier. C'était beaucoup quand même pour les femmes, donc c'était dans une vision de la société qui était un peu particulière. Néanmoins, l'idée était quand même là, et c'était effectivement quelque chose qui a été arrêté, donc c'est dommage. Mais au-delà de juste cuisiner, c'est aussi avoir les bases de l'alimentation, parce que c'est pas juste cuisiner au quotidien, c'est aussi essayer effectivement de manger un maximum de fruits et de légumes, d'essayer de comprendre un petit chouille les matières grasses. Il y a 2-3 petites choses qu'il faut expliquer, je crois, et que si on est dans un milieu où on a la chance d'avoir ces infos-là, tant mieux, mais si on les a pas, comment on fait pour les acquérir? Aujourd'hui, je crois quand même que l'école, ça me paraît être un lieu assez propice à ça. Mais bon. Puis surtout, il faut rajouter que c'est peut-être le seul lieu où on se retrouve toutes et tous ensemble, rassemblés, peu importe les disparités sociales, d'origine ou quoi que ce soit. Donc c'est un moyen aussi de rassembler et de montrer que il y a quand même des basiques en alimentation, et que l'alimentation, il y a aussi un rôle qui est social, et il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il n'y a pas d'autre endroit où on peut se retrouver de façon aussi chaleureuse qu'avec un bon repas. Et je pense que c'est une des valeurs à apporter aussi autour de l'alimentation. C'est pas juste un truc qu'on avale en 30 minutes à la pause déj, quoi. Ouais, l'idée, c'est pas juste de manger pour manger, c'est aussi réfléchir à ce qu'on mange, c'est aussi prendre le temps, c'est aussi se déconnecter des écrans quand on mange, c'est aussi plein de petites choses qui ont beaucoup d'impact en fait sur notre quotidien, sur notre santé, sur comment on est même dans notre tête. C'est vrai que l'alimentation, c'est énorme. Quand on pense au temps qu'on passe à réfléchir à ce qu'on va manger, faire les courses, préparer, manger, nettoyer, c'est monstrueux sur une journée en fait, ou même sur une semaine. Je veux dire, c'est quand même un petit peu de temps quand même, aux théories, quoi. Il y a au moins 1 heure, allez, 2 heures, où toutes ces actions cumulées, donc c'est beaucoup, quoi. Donc c'est important. Je crois que c'est important d'essayer de bien le faire. C'est dommage sinon. Aminata, Linda. Je vais juste rajouter une petite blague, c'est que moi j'économise le temps de trajet parce que je vais plus faire les courses, je vais au jardin, et du coup je diminuais le temps de cuisine comme ça. Aminata, est-ce que tu pourrais nous parler également de ton initiative? Oui. Vous venez de parler de temps de cuisine. Qui a visité le Sénégal dans la salle? Vous avez mangé un plat sans oignon? Je n'ai mangé que sénégalais, donc le tiboudienne, tout ce que vous proposez comme... Il y avait toujours de l'oignon. Oignon, légumes. Il y en avait toujours. Oui, souvent. Oui. Donc c'est l'ingrédient phare des produits, des plats au Sénégal. On ne peut pas passer une journée entière déjeuner, dîner, prendre son petit déjeuner sans prendre d'oignon. Et on sait bien que la préparation de l'oignon prend du temps. Et vous venez de parler de temps en cuisine. Et vraiment, nous sommes dans un pays en voie de développement. Et maintenant, tout le monde essaie de s'activer. Donc, les femmes qui devaient rester à la maison pour prendre le temps de cuisiner veulent avoir des activités professionnelles pour avoir des revenus. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'idée qui nous est venue, c'est que pour aider ces femmes-là, est-ce qu'on peut, et que l'oignon, ils en ont besoin presque pour tous leurs plats, est-ce qu'on ne va pas amener une petite solution par rapport à ça? C'est d'où là est née notre start-up qu'on dénomme PCCF, Produits culinaires pour cuisine facile. Nous fabriquons de l'oignon surgelé et de l'oignon en poudre. Pour répondre à 3 enjeux, le premier, je l'ai déjà parlé, le problème de temps, proposer des produits prêts à l'emploi aux femmes, mais aussi problème de gaspillage alimentaire, parce que nous sommes en mode autosuffisant en oignons depuis 2015, et pourtant, octobre, novembre, décembre de chaque année, on vient au niveau des pays étrangers pour combler le gap de consommation qu'il y a.
où passe l'oignon qui était destiné à notre consommation à un gaspillage alimentaire parce que c'est mal conservé, ça pourrit vite, etc. Donc pour amener une solution à ça, nous faisons même de l'oignon surgelé, prêt à l'emploi, mais aussi de l'oignon en poudre. Parce que pour les industriels qui sont dans les bouillons dans nos pays, ils importent beaucoup de poudre d'oignon, qui est élément phare aussi dans leur préparation de produits, des bouillons, etc. C'est de là qu'est née cette idée de projet pour répondre à l'enjeu de temps que les femmes doivent passer en cuisine, mais aussi répondre à ce problème de gaspillage alimentaire que nous rencontrons. Le start-up ne va pas s'arrêter juste sur l'oignon. Il y a d'autres produits saisonniers au Sénégal qui connaissent... qui pourrissent même avant de sortir des champs, etc., comme la tomate, certains épices comme le persil, etc., la menthe, basilic, etc. Il y a beaucoup de produits qu'on a, mais bon, arrivé à une certaine période de l'année, on ne le voit plus, ou bien si tu le vois, c'est extrêmement cher, alors qu'à une période de l'année, le prix est vraiment bas, mais il suffit de 3 à 5 jours, c'est l'agriculture industrielle qui fait ça, pour que ça pourrisse vite. Voilà, il y a des problèmes de conservation, etc. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons les agriculteurs dans leurs petits champs, leur faire des petites zones de conservation bien ventilées qui pourra permettre de stocker l'oignon en un temps beaucoup plus long pour pouvoir faire la vente après. Mais aussi, nous les conseillons en termes de choix de semences parce qu'au niveau de l'UGB, nous avons une section qui fait de PVA, production végétale agronome. Donc, il y a des étudiants qu'on amène dans certains champs pour pouvoir expliquer, faire le choix de tout ce qui est semences, de tout ce qui est fertilisant, pour pouvoir accompagner ces agriculteurs. Et nous, en aval, tout ce qui est surproduction post-récolte, nous essayons de le transformer au niveau de notre start-up. C'est ce qui nous a valu le prix Convergence. Il y a aussi le prix Collab qu'on a remporté avec ce projet. Donc, on est en train de mobiliser des financements. Et chaque fois qu'on a un financement, on essaye de s'équiper. Donc, on a pas mal de matériel déjà. Il nous reste juste quelques matériels à acquérir. Donc, on est en train de démarrer avec ce que l'on a. Faire les produits tels que l'oignon surgelé et l'oignon en poudre qui est déjà sur place, mais aussi avec les partenaires producteurs, essayer d'amener les étudiants, comme c'est nos étudiants, on peut les amener là-bas pour qu'ils fassent leur stage de fin d'année, etc. Et en même temps faire du social. Merci beaucoup, Linda. J'avais une petite question sociétale, parce que tu dis c'est les femmes qui cuisinent, mais est-ce que tu vois un changement un peu dans les jeunes? Est-ce qu'il y a des fois des hommes qui cuisinent parmi les jeunes? Demander à un homme de cuisiner au Sénégal, c'est vraiment pas tabou, mais bon, c'est rare et c'est difficile. Ceux qui le font, c'est les jeunes, peut-être, qui sont venus en Europe terminer leurs études et qui reviennent au pays, prendre là-bas une femme, épouser quelqu'un là-bas. Au moins, voilà. Non, prendre une femme, c'est juste dire épouser une femme, quoi. Ces hommes-là, dans ces familles-là, tu peux vraiment voir un homme qui aide sa famille. Mais dans notre culture, il commence à y avoir une rupture, mais c'est rare quand même. Est-ce que vous avez des questions? Je vais te dire un truc sur le temps. Quand on a parlé de le temps de cuisiner, pour moi, j'aime pas quand on parle de ça, quand on dit le temps. On n'a pas le temps, j'ai le temps, ça m'énerve en fait depuis des années. Et en fait, commander un Deliveroo ou des trucs à emporter ou un plat tout prêt, ben, c'est rapide. En gros, au final, on bouffe de la merde, on fait du plastique, du déchet, et voilà. Et juste, en fait, on n'a pas le temps, on prend une casserole, de l'eau et des pâtes, et voilà, on mange des pâtes. Non, mais c'est une fausse excuse pour moi. C'est tout. Moi, c'est une histoire de choix et de valeurs, de comment on veut mener notre vie. Si on y prend vraiment... moi, c'est l'alimentation qui m'a fait changer de vie. C'est la cuisine. C'est le plaisir de travailler les produits. Après, je me suis intéressée aux produits. Et après, j'ai voulu savoir comment ça poussait. Puis je suis tombée amoureuse du métier de productrice. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas cet amour en fait de la cuisine et qui voient ça comme une perte de temps. Et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, c'est méditatif.
D'aller dans mon jardin, choisir mes légumes, de les transformer et de partager ça avec mon fils ou avec des invités, c'est formidable comme moment. Et je m'offre ce cadeau-là quotidiennement. C'est plutôt ça comme ça que je le vois. Juste, moi j'ai une parade, il faut boire l'apéro en cuisinant, ça fonctionne. Moi j'invite souvent des amis, enfin on fait souvent des dîners à la maison et il y a le potager à côté, donc du coup les légumes sont là. Et je fais exprès de ne pas avoir commencé à cuisiner quand les copains arrivent, comme ça ils arrivent avec une bouteille, donc on ouvre la bouteille et on fait le repas ensemble, ça marche. Peut-être rajouter un truc aussi, c'est qu'avant, qui est-ce qui cuisinait? C'était les femmes. Donc les plats préparés ont permis l'émancipation des femmes. Donc moi, je suis tout à fait pour qu'on retourne à une cuisine plus saine, qui prend plus de temps aussi, il faut l'avouer quand même. Ça prend un petit peu plus de temps que de commander son plat sur Uber Eats. Mais aujourd'hui, les premiers droits et les premières avancées qui sautent dès qu'on a un petit recul sur un sujet, c'est ceux des femmes. Donc moi, je suis tout à fait OK, mais si dans la division des tâches ménagères, c'est équitable, et si les hommes se mettent aussi derrière le fourneau. Parce que moi, me taper la bouffe tous les soirs, midi, pour ma famille, non, je suis pas prête à faire ça. Donc est-ce que les messieurs, là, vous êtes prêts à apprendre à cuisiner et à faire votre part? Parce que c'est pas aider, c'est faire sa part, il faut le dire. Oui, non, c'est tout petit ça. Ils sont tous négatifs sur ce point-là. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Manger bien, mais on ne fait pas la cuisine. Moi, je vais juste poser ma question. Par rapport à tout ce qui est cuisine, je vous suis complètement. Moi, j'ai un copain qui cuisine énormément, donc on cuisine ensemble. Et ça prend du temps, en effet, mais ça fait du bien. Et c'est très agréable même pour se poser et passer du temps ensemble. Et j'ai une question complètement, enfin pas complètement hors sujet, mais plutôt sur une solution. Et c'est une question, j'aimerais bien avoir votre avis, sur les agriculteurs en France et sûrement en Europe. Mais je sais que beaucoup d'agriculteurs sont proches de l'âge de la retraite. Et je ne veux pas dire des bêtises, mais j'ai 50% en tête, mais je pense que c'est pas très loin. Et c'est un peu avoir l'avis de quelle est la solution ou quelle solution vous voyez. Est-ce que ça va être racheté par des gros... et on va quand même dans une grosse industrie, on continue dans le même modèle, ou est-ce que vous voyez des solutions qui s'offrent à nous? Là, ce qui se profile, c'est qu'il y a deux courants majeurs. Il y a l'industrialisation, évidemment, l'agrandissement des fermes, et ça c'est un phénomène qu'on mesure partout en Europe. De l'autre côté, il y a un retour à la terre quand même. On a des néo-ruraux, des hors-cadres familiaux qui se lancent, des reconversions énormément. Donc il y a dans des fermes bien plus vertueuses, de taille familiale ou moyenne, avec des valeurs, des convictions, une envie de travailler en circuit court, de préserver les semences anciennes. Donc on a tout ce courant-là qui existe aussi, et c'est un cadeau merveilleux parce qu'il faut en vouloir de ce métier aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il y en a un qui se suicide tous les jours. On gagne pas sa vie, on travaille énormément. Ça dépend dans quelles conditions, évidemment. Ceux qui se suicident, c'est aujourd'hui principalement ceux de l'agriculture dite conventionnelle. Mais il y a peu de reconnaissance sociale aussi. Et la vie familiale est compliquée dans ces métiers-là. Donc, puis ils se prennent de la chimie à longueur de temps. Je pense que ça aide pas non plus à bien réfléchir. Donc forcément, il y a ces deux courants-là. À nous d'accompagner celui qu'on trouve le plus vertueux pour notre avenir commun. Et on est tous d'accord que l'agroécologie, c'est une des solutions qu'on a déjà nommées. Maintenant, il faut les accompagner bien. Nous, c'est ce qu'on a fait à Ferme d'Avenir. On a essayé de diffuser un maximum de choses, d'exemplarité, de conseils pour accompagner ceux qui se lançaient dans ces métiers-là. Il faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup qui s'arrêtent aussi, parce que c'est trop dur, parce qu'en plus on est en train de se payer un changement climatique extrêmement brutal. Là, on a cette année, on est dans une année maigre, ce qu'on appelle une année maigre, mais c'était une année de famine dans d'autres siècles. Là, on arrive à survivre parce qu'on a des systèmes alimentaires mondialisés et que les Sénégalais nous envoient leurs tomates, mais sinon McDo il serait bien emmerdé, et donc là on vit quand même quelque chose qui est significatif. Il va falloir aider 2 fois plus ceux qui se lancent dans cette aventure agricole. On sait que si on ne les aide pas, ça va aller à l'agrandissement et à l'alimentation de mauvaise qualité qui va continuer à nous précipiter dans notre chute globalement tous. Donc la solution, c'est d'aider ceux qui sont prêts à se mettre les mains dedans.
pour que les maintenir à flot le temps que leur modèle et leurs connaissances leur permettent de vivre par eux-mêmes et de toujours être là pour eux en cas de coup dur, parce qu'il y en aura, on le sait, et c'est commun. Et donc, moi, le message que je veux aussi donner là-dessus, pour avoir été maraîchère et maintenant être dans un projet d'autonomie alimentaire, c'est que je pense que c'est aussi important de sensibiliser les gens à développer leur autonomie personnelle, parce que justement les maraîchers ne pourront pas tout faire pour eux, qu'il y a besoin qu'on ait chacun quand même dans nos potagers des choses qui poussent, pour pouvoir éventuellement les échanger avec les voisins, pour pouvoir aussi apprendre à être autonome, savoir quoi faire en cas de coup dur, avoir un pack de semences, des choses qui puissent faire survivre notre famille pendant un certain nombre de saisons, si jamais on a un vrai crash qui arrive. On sent les prémices. Donc moi, ce livre, c'est mon message. Je ne considère pas me protéger moi-même uniquement. J'ai l'impression, à travers ça, de participer en fait à diffuser des connaissances simples pour qu'un maximum de personnes puissent survivre. Et en plus en étant heureux, parce que ça rend heureux de faire du jardin, ça rend heureux d'échanger avec ses voisins, de parler d'un insecte qu'on n'a jamais vu, d'une fleur qui se remet à pousser. Donc il faut aider les néo-ruraux qui arrivent et qui se lancent dans ces métiers-là. Il faut aussi soi-même apprendre à être plus autonome et se libérer. Et puis continuer à faire le barrage à l'agro-industrie en faisant le choix de ne plus acheter cette nourriture-là. C'est ce que disait Coluche. Si on arrête de leur acheter leur merde, je sais plus, ils arrêteront de nous en vendre. Donc ça reste quand même un levier essentiel. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, le métier d'agriculteur, il n'est pas du tout enthousiasmant, kiffant, quoi. Il n'y a aucun parent qui va dire « Ah super, tu veux devenir paysan ». Donc du coup, tu veux bosser 70 heures semaine et gagner 350 balles par mois. Et en fait, c'est vraiment le premier frein, c'est que tant que c'est ça, être agriculteur, c'est bosser et pas avoir de congés et gagner aussi peu, ça va être super compliqué de lutter contre les voisins qui sont prêts à racheter 200 hectares parce qu'en fait, eux, ça les fait passer de 500 à 700, ils s'en foutent, ils n'ont même pas de machine à racheter. Et donc, du coup, c'est très compliqué de lutter contre eux. Donc, en fait, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on crée des conditions décentes, voire désirables, pour le statut de paysan, pour le métier, l'activité de paysan. Et ça a été un truc sur lequel on a bossé longtemps, et notamment dans le plaidoyer Ferme d'Avenir, où on a essayé d'évaluer les externalités positives de l'agroécologie versus les externalités négatives de l'agro-industrie. Et notre manière de le traduire, et ce que nous on porte, parce que très souvent auprès des décideurs, c'est de dire en fait le vrai problème, c'est qu'on compte mal. Notre système a une mauvaise boussole parce qu'on ne compte que le capital financier. Or, il faudrait intégrer dans le bilan comptable des entreprises ou dans le compte des résultats deux autres capitaux que sont le capital naturel et le capital humain. On fait donc une comptabilité intégrale, nous on dit en 3 capitaux, et on indexe les impôts là-dessus. Et à ce tarif-là, Justin Bridou, ils vont devoir payer leur truc des algues vertes. Et à contrario, le petit maraîcher qui s'installe en agroécologie, qui a planté des arbres, qui a capté du carbone et qui globalement fait transitionner une partie de son bassin de population dans une alimentation durable et donc avec moins de dépenses de santé, on va le rémunérer pour ça. Donc c'est l'amendement dont je parlais, qui était l'aboutissement pour moi de 5, 6 ans, 7 ans de Ferme d'Avenir, je ne sais plus. Et une fois que cet amendement a été censuré, j'ai fait OK. On avait convaincu les parlementaires, c'est bien une bonne piste, je ne dis pas c'est la piste et la solution, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tant qu'on ne sait pas offrir des conditions décentes pour les agriculteurs, on n'aura que soit des fous de la moissonneuse-batteuse qui kiffent labourer, soit des têtes brûlées, des frontières qui disent bon ben franchement j'y vais parce que c'est pas négociable, moi je veux du sens, je veux mettre les mains dans la terre. Juste pour terminer, en gros, moi, souvent, je me rappelle à ce que George Bush père avait dit, je crois que c'était en 92, il avait dit le mode de vie américain n'est pas négociable. Le mec a rien compris parce que le seul truc pas négociable, c'est la vivabilité de la terre. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est mise en péril. Donc, c'est bien notre modèle économique qu'il faut réinventer à l'aune de ce qui se passe là. Et pour ça, en fait, je suis désolé, je reviens aux politiques, mais c'est eux qu'il faut former et c'est eux qu'il faut leur tordre le bras et dire mais non, mais en fait, désolé, mais il y a des trucs qui sont des métiers qui dans 10 ans n'existeront plus et croire qu'on peut faire voler 200 000 avions en même temps à chaque instant dans le monde, c'est juste une folie. Bref.
Non mais là ils ont réouvert, moi j'habitais à Tours, ils ont réouvert une ligne Tours-Lisbonne en EasyJet et ça coûte 40 balles de faire l'aller-retour. Comment tu veux, avec toute la sensibilisation du monde, expliquer aux gens qu'il ne faut pas le faire quoi? Comment tu veux? À part mettre le train à moins cher, mais bon bref, désolé. Des grands sujets, du coup ça mériterait une autre table ronde. Malheureusement on va devoir arrêter ici, puisqu'on est arrivé à la fin et que j'ai une autre table ronde dans 20 minutes. Mais j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses de cette table ronde. Merci beaucoup à nos 4 intervenants et intervenantes, vous avez été super. Et merci à tous.